Donc le concept de réflexion chez Smith doit être pris au sens littéral. Reflection, en anglais, c'est à la fois ce que nous, Français, appelons la réflexion. Il doit être pris au sens littéral. Littéral. Reflection en anglais, ça veut dire la réflexion. Ça veut aussi dire le reflet d'un miroir. Le reflet qu'on peut contempler dans un miroir. Et les deux sont intimement liés chez Smith, puisque pour pouvoir réfléchir à mes propres actions, il faut que j'aie exactement un avis extérieur, le miroir de la société, sans lequel je ne peux pas me voir moi-même. Il faut donc comprendre que notre intériorité se construit à partir de l'extériorité. Sans un point de vue extérieur sur moi-même, je ne suis rien. C'est ce point de vue extérieur qui me construit, qui me fait ressentir la honte, l'indignation, ces sentiments moraux qui vont guider le jugement. La honte ou l'indignation, si j'étais seul sur une île déserte, dit Smith, je ne pourrais jamais les ressentir. J'aurais jamais honte de moi-même si je vivais seul. Les sentiments moraux sont le produit, en fait, de la vie en société, de la coexistence sociale. Alors, il y a une phrase qui évoque un célèbre roman de Rudyard Kipling. Je la lis, je la relis. Si par hasard un être humain pouvait se développer dans un endroit isolé, sans lien avec les membres de son espèce, il ne pourrait pas plus considérer son propre caractère, la convenance ou l'inconvenance de ses propres sentiments et de sa conduite, la beauté ou la difformité de son propre esprit, que la beauté ou la difformité de son propre visage. On ne peut pas ne pas penser à un roman qui sera écrit un siècle plus tard par Rudyard Kipling, son roman le plus célèbre, le roman le plus célèbre de Rudyard Kipling, qui a donné lieu à un dessin animé de Walt Disney. Merci beaucoup. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Alors, à la fin du dessin animé, Mowgli sort de la jungle, il est à l'orée de la forêt et il rencontre une petite fille qui lui sourit. Il essaye de lui sourire à nouveau et ça foire, puisqu'il n'a jamais souri de sa vie. Dans le roman, Mowgli va se retrouver à peu près dans la même situation, sauf qu'il va reconnaître dans les traits d'une femme ses propres traits et il va se rendre compte qu'il est en face de sa mère, exactement. Et à ce moment-là, il va prendre conscience de ses sentiments, il va prendre conscience de son devoir en tant qu'être humain, il va laisser derrière lui ses amis de la forêt qui pensent bêtement, c'est-à-dire bestialement, qu'il en faut peu pour être heureux, et il va passer le cap, franchir le pas et aller rejoindre l'humanité. C'est exactement ce que dit Smith. De la même manière qu'on ne sait pas si on est beau ou si on est laid lorsqu'on vit absolument seul depuis sa naissance, la beauté et la laideur se voient dans le regard des autres. De la même manière, on ne sait pas si on est bon ou si on est mauvais, si l'on vit absolument seul. C'est quelque chose qui se construit par l'expérience de la société. Autrement dit, c'est exactement
le point de vue inverse du point de vue kantien. Kant disait, au fond, on n'a pas besoin de l'expérience, on n'a pas besoin des relations sociales pour savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Smith dit, sans l'expérience de la société, on ne peut pas savoir ce qu'est le bien et le mal. Alors, il y a un problème dans l'argument de Smith, on va s'en rendre compte en invoquant Antigone. Tout le monde a vu, lu, étudié Antigone ou entendu parler d'Antigone. Ok. Alors, l'argument de Smith, c'est que pour se forger un avis correct sur la valeur de ses propres actions, pour savoir si l'on a bien agi, il faut se représenter le point de vue d'un spectateur impartial. Oui, pour savoir si on a bien ou mal agi, il faut se représenter le point de vue d'un spectateur impartial. Pour savoir si on a bien ou mal agi, il faut se représenter le point de vue d'un spectateur impartial. Le problème, c'est de savoir comment accéder à ce point de vue. Tout d'abord, on peut se demander si c'est en multipliant les points de vue sur une question qu'on parvient à un point de vue impartial. C'est la thèse de John Stuart Mill dans le texte que je vous avais demandé d'expliquer. La thèse de John Stuart Mill, c'est que chaque point de vue, d'une certaine manière, détient une parcelle de la vérité, et que c'est en confrontant ces points de vue qu'on arrive, d'une certaine manière, à dégager la part de vérité qu'il y a dans chacun des points de vue. Or, c'est précisément, c'est quelque chose qui ne va pas de soi du tout. On peut prendre un exemple, typiquement, les conflits régionaux, les conflits locaux. Par exemple, le conflit libanais ou le conflit israélo-palestinien ou le conflit irlandais. Comment est-ce qu'on arrive à un point de vue impartial sur ce type de conflit? Alors, on n'a qu'à prendre le conflit israélo-palestinien, je pense que vous l'avez bien en tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger un militant du Hamas qui vit dans la bande de Gaza, on va interroger un civil qui vit dans la bande de Gaza, on va interroger un partisan du Fatah qui vit à Ramallah, on va interroger un Israélien athée qui est favorable à un plan de paix, on va interroger un Israélien religieux qui est favorable à la colonisation de la Cisjordanie, on va interroger un Israélien arabe qui est professeur à l'université de Tel Aviv, on va interroger combien de gens en fait pour parvenir à un point de vue impartial, parce que dans ce genre de conflit, en fait, il y a autant de points de vue différents qu'il peut y avoir d'individus et d'identités différentes. Et on se rend compte qu'en multipliant les points de vue sur la question, des points de vue différents, on n'arrive pas à un point de vue impartial. On arrive à comprendre que c'est totalement incompréhensible et insoluble. Okay, on n'arrive pas à un point de vue impartial. Il y a un personnage de la tragédie grecque qui illustre bien ce problème, c'est le personnage d'Hémon dans Antigone. Hémon, c'est le fils du roi Créon et l'amoureux d'Antigone. Antigone veut faire enterrer un de ses frères qui a trahi la cité. Créon, pour des raisons politiques évidentes, refuse cet enterrement et Antigone va défier Créon. Hémon va s'interposer entre Antigone et Créon en disant je vous aime tous les deux. C'est-à-dire que je peux entrer en empathie avec vos deux points de vue. Et évidemment,
comme n'importe qui se retrouve entre le marteau et l'enclume, il va être broyé par ce conflit, parce que Créon va lui dire ah ouais, mais tu dis ça parce que tu es amoureux d'Antigone, et Antigone va lui dire ah oui, tu dis ça parce que tu es le fils du roi Créon. Et il se retrouve dans une situation qui est impossible. Autrement dit, multiplier les points de vue partiaux ne permet pas de parvenir à un point de vue impartial. Ça fait simplement des points de vue qui sont multipartiaux ou confus, dans le meilleur des cas. On peut dire que Aimon, il a une double partialité, mais ça ne le rend pas impartial. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'un point de vue est toujours partial. Un point de vue est situé. C'est littéralement ça, un point de vue. C'est une perspective sur une question. Un point de vue impartial, c'est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes. En fait, exiger d'un point de vue qu'il soit impartial, c'est exiger d'un point de vue qu'il soit de nulle part, en fait. Autrement dit, qu'il ne soit pas un point de vue. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imagination et l'empathie ne nous font pas accéder à un point de vue impartial. C'est pas possible. Alors, grand B, absolu moral et relativité éthique. Il me semble bien, oui. Grand B, absolu moral et relativité éthique. Le titre du grand A, c'était... Non, pas du tout. C'était le sentiment moral peut-il échapper aux reproches de partialité? Aux reproches de partialité. Le grand 2, c'était le grand 3, c'était y a-t-il un sens du devoir? Pardon? On passe au grand B du grand 3 là. L'absolu moral et la relativité éthique. Ouais. Ah oui, parce que je vais vous parler d'un texte qui aurait été trop long à vous reproduire, mais je vais vous reconstituer son argumentation. Faut pas vous inquiéter, et surtout on va avoir une polémique, une controverse entre deux philosophes. Absolu moral et relativité éthique. Alors, il y a une ambiguïté qu'on n'a toujours pas levée concernant la morale, c'est que lorsqu'on parle de loi morale, on a tendance à penser cette loi sur le modèle de la loi civile, de la loi politique. Lorsqu'on parle de la loi morale, on a tendance à penser cette loi sur le modèle de la loi civile. Autrement dit, de la loi civile, de la loi politique, de ce qui est légal tout simplement. On a tendance à penser cette loi sur le modèle de la loi civile, de la loi politique. Faut prendre du café là, les heures. C'est pas possible. Alors,
Or, ce n'est pas du tout la bonne manière de s'y prendre. Ce n'est pas du tout la bonne manière de s'y prendre, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le commandement moral n'est pas univoque. Il n'est pas univoque, c'est-à-dire qu'il n'a pas un seul sens. Oui, la loi morale n'a pas un seul sens, alors que la loi civile a un seul sens. Elle est univoque. On peut prendre un exemple. Dans l'Ancien Testament, le 6e commandement, tu ne tueras pas. Vous savez, c'est de l'hébreu à l'origine. Tu ne tueras pas, en hébreu, lo tirsa. C'est un commandement qui interdit le meurtre, mais qui n'interdit pas de donner la mort en situation de légitime défense, et qui n'interdit même pas la peine de mort. Donc on a l'impression que tu ne tueras pas est un interdit qui se pose de manière absolue. Or, en réalité, si on lit attentivement le livre de l'Exode et le Lévitique, c'est un commandement qui n'interdit pas la légitime défense, qui n'interdit pas la vengeance, qui n'interdit pas évidemment le fait de donner la mort dans un contexte de guerre. Bref, ce n'est pas un commandement qui est univoque, ce n'est pas un commandement qui a un seul sens. Et surtout, le problème de la morale, c'est qu'il nous donne des commandements qui ne sont pas forcément cohérents sur le plan logique. C'est-à-dire que certains commandements moraux peuvent s'opposer, peuvent se contredire. C'est ce qu'on appelle un dilemme, plutôt. Un dilemme. Peuvent se contredire, peuvent s'opposer. Et c'est ce qu'on appelle un dilemme. Alors on va prendre un exemple de dilemme célèbre, de dilemme moral célèbre. C'est même plus qu'il est célèbre, c'est qu'il est tellement usé qu'on ne devrait même plus en parler. La situation, on la connaît tous, en tout cas on peut se la représenter. Faut-il livrer à des assassins l'ami qui s'est réfugié dans ma maison? Faut-il livrer à des assassins l'ami qui s'est réfugié dans ma maison? Ou faut-il mentir à ces assassins pour sauver mon ami? Dilemme moral célèbre. C'est bien, Johan. Alors, Benjamin Constant, dont je vous ai déjà parlé, Benjamin Constant va défendre la thèse selon laquelle il y a un droit de mentir, c'est-à-dire qu'il est moral de mentir. Jonathan. C'est pas la question en fait. C'est pas la question. Benjamin Constant va défendre la thèse selon laquelle il y a un droit de mentir, qu'il est moral de mentir. Et quel est l'argument de Benjamin Constant?
c'est que pour ceux qui ont renoncé à se comporter moralement, pour ceux qui ont renoncé à agir moralement, il n'y a pas de droit à être traité moralement. Autrement dit, ceux qui se comportent de manière immorale ne peuvent pas se prévaloir de la morale. Et donc, non seulement on a un droit de leur mentir, mais on a presque un devoir de leur mentir aux assassins. Ceux qui se comportent de manière immorale n'ont pas à être traités moralement. Il n'y a pas de droit, si vous voulez, pour eux, d'être traités moralement. Ils n'ont pas le droit à la vérité. Est-ce que quelqu'un peut réfuter l'argument de Benjamin Constant? C'est-à-dire trouver un argument qui s'oppose à l'argument de Benjamin Constant. Oui. Alors, c'est pas... Oui, mais dans le moment où il se comporte immoralement, Benjamin Constant dit, on n'a pas à se comporter moralement avec lui. Ouais. La question c'est, est-ce que vous pouvez trouver, un argument qui réfute l'argument de Benjamin Constant? L'argument de Benjamin Constant, c'est à partir du moment où vous renoncez à votre devoir d'agir moralement, vous renoncez à votre droit d'être traité moralement. Ouais, mais je vois pas le problème. Est-ce qu'il faut que nous, occupés, nous nous comportions moralement à l'égard des Allemands? Ouais, mais alors c'est pas un très bon argument parce que l'argument de Benjamin Constant, il est impossible en fait à manier si on va jusqu'au bout. Oui. Merci Nathan. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ce que va répondre Kant à Benjamin Constant. Dans un texte qui s'intitule D'un prétendu droit de mentir par humanité, d'un prétendu droit de mentir par humanité, Kant va chercher à montrer que l'argument de Constant est contradictoire. Celui qui ment à une personne immorale se comporte de manière immorale. Et donc s'expose au traitement qu'il inflige. S'expose au traitement qu'il inflige. Oui. Celui qui traite autrui de manière immorale parce qu'il se comporte de manière immorale, eh bien, on a le droit à ce moment-là de se comporter à notre tour de manière immorale avec lui. C'est un cercle vicieux.
Donc, à ce compte-là, plus personne n'agirait moralement. Plus personne ne serait tenu d'agir moralement. Hein. Ce que dit Pascal à un moment dans ses pensées, il y aura toujours des méchants. Si on doit se comporter comme des salauds avec des salauds, il n'y a plus que des salauds. C'est aussi simple que ça. Johan. Qu'il inflige. Donc ce que dit Kant, c'est que pour qu'il y ait une morale, on ne peut pas s'en tenir à la réciprocité des droits et des devoirs. Pour qu'il y ait une morale, on ne peut pas s'en tenir à la réciprocité des droits et des devoirs, il faut que le devoir soit catégorique, c'est-à-dire inconditionnel. Inconditionnel. Et voilà.